Nous allons écouter avec toute l'attention requise et l'espérance d'un étudiant en quête de perpétuel savoir, le juge Kéba Mbaye, sur l'exigence éthique dans le monde contemporain. Nous sommes convaincus que son discours permettra aux uns et aux autres de mieux assumer leurs responsabilités et de continuer à s'interroger avec encore plus de clairvoyance et de détermination sur ce qu'ils peuvent apporter individuellement avant d'attendre de recevoir des autres. Nous allons prochainement prolonger cette réflexion par un colloque sur l'éthique et nous vous y convions d'ores et déjà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vais à présent, conformément aux usages universitaires, donner la parole à Monsieur le doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques pour présenter le juge Kéba Mbaye. Je vous remercie, Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le Président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales, Monsieur le ministre de l'Éducation, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop, Monsieur le médiateur de la République, Mesdames, Messieurs chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers membres du personnel administratif et technique de l'Université Cheikh Anta Diop, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers étudiants. C'est pour moi un plaisir, autant qu'un honneur, d'avoir à vous introduire dans le cadre de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, Monsieur le juge Kéba Mbaye. L'exercice aurait certainement été plus laborieux, voire plus périlleux, si par vos qualités avérées, vous n'étiez déjà invité sur le piédestal de la postérité. Mais si l'UCAD a tenu à vous honorer aujourd'hui, c'est moins pour décerner un titre en plus que pour le symbole qu'elle a identifié en vous. C'est que la solennité académique donne ainsi l'opportunité de vous faire figurer parmi la constellation des grands noms inscrits au fronton de notre institution. Sans aucun doute, Monsieur le Président, le passé aurait pu servir de repère pour illustrer votre personnalité. Nous avons préféré l'histoire qui se vit au quotidien, celle qui vous accompagne, qui est en cours et celle dans laquelle vous avez déjà une place réservée. Je m'en voudrais d'affecter, même subrepticement, votre humilité. Mais ici, j'ai le devoir de signaler ce que je crois connaître de vous et qui pourrait servir d'aiguillon dans notre perspective. Sur vous, tellement de choses peuvent être dites, mais pour nous, c'est de votre vie professionnelle qu'il s'agit, ou plus exactement de votre vie active, telle que vous l'avez voulu, telle que vous avez pu la conduire, et même là, on ne peut tout dire, quoique tout mériterait d'être dit. Mais heureusement, Monsieur le Président, que la pédagogie de l'essentiel se concilie peu avec les débordements, fussent-ils de circonstances. C'est cette orientation qui me permet tout au plus de ne retenir de votre riche carrière que deux constantes majeures. Vous êtes un homme d'action, mais vous êtes aussi un homme de réflexion. D'abord, vous êtes un homme d'action. On a l'impression, qui a fini par devenir une conviction, que votre vie a été marquée presque sans discontinuité d'actes positifs et progressistes. C'est en tout cas la conclusion que révèle à la fois
un faisceau d'indices et de nombreux témoignages concordants, quoi qu'on puisse discuter sur la maïeutique de ces procédés. Monsieur le Président, vous êtes né le 5 août 1924 à Kaolack. Vous avez reçu une formation d'instituteur à la prestigieuse école normale William-Ponty, avant d'être accueilli dans sa section magistrature par l'École nationale de la France d'Outre-mer. Depuis, vous n'avez cessé de poser des jalons dans votre carrière et sans surprise, celle-ci s'est fortement enrichie. Dans un corps qui n'est pas à l'abri de compétition, il est par bonheur des noms qui s'imposent. La promotion de ceux qui les portent est reconnue comme une expression de justice. C'est à la fois la reconnaissance du mérite et une exigence du bien du service. Cet honneur rare vous est assurément dû. Même en minorant substantiellement votre parcours, vous avez eu à exercer les plus hautes fonctions au sein de la magistrature. Ancien premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal, ancien président du Conseil constitutionnel du Sénégal, ancien juge et vice-président de la Cour internationale de justice. L'expertise et la compétence incontestables sont les supports exclusifs de cette remarquable ascension. Monsieur le Président, c'est par elle que vous avez notamment participé en les présidant aux travaux de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Et c'est aussi au même titre que vous avez été membre de la commission d'experts du BIT sur l'application des conventions et recommandations du BIT, de l'OIT. Parallèlement, vous avez été rédacteur et rapporteur général de la conférence de l'OUA sur l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et aujourd'hui encore, vous êtes président du directoire chargé de l'exécution du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ces diverses responsabilités ne vous ont guère empêché de militer activement au sein de structures orientées vers la défense et la promotion du droit et de la justice. Et j'en retiens presque difficilement le souffle, même devant une liste indicative de vos travaux. Ancien président de l'Institut international des droits de l'homme, Fondation René Cassin, membre d'honneur de l'Institut international de droit humanitaire, ancien président de la Commission internationale des juristes, ancien président de l'Académie internationale des droits de l'homme, membre de la Société française pour le droit international, membre du Comité international de bioéthique, membre honoraire de l'Académie royale des sciences d'outre-mer Belgique, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, membre de l'Académie internationale de droit comparé et de l'International Law Association, ancien vice-président du curatorium de l'Académie de droit international, membre honoraire de l'Institut de droit international, ancien vice-président de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, membre du London Code of International Arbitration, président du Conseil international d'arbitrage en matière de sport et du tribunal arbitral du sport, président de la commission d'éthique du CIO. La diversité des titres reflète une constante dans votre démarche quotidienne. C'est la passion dans la qualité de vos actions. Et c'est aussi à cet égard que la cité, ici et ailleurs, vous a déjà été reconnaissante. Au Sénégal, c'est l'Ordre national du Lion et l'Ordre du Mérite. En France, c'est la Légion d'honneur et l'Ordre du Mérite. Mais le témoignage qui nous a le plus édifié sur l'homme d'action nous est parvenu de la magistrature et des corps parajudiciaires. Et il est hautement significatif. Le président Kéba Mbaye, dit-on, a toujours eu foi à la personne du juge, qui doit incarner les valeurs morales et intellectuelles d'indépendance, d'impartialité et de compétence incontestables qui fondent sa légitimité, sa crédibilité. Il savait l'importance qui s'attache à l'acte de juger, qui renvoie directement à la conscience du juge, à ce qu'il y a de plus intime en lui, à ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse et qui donne toute sa part d'humanité. C'est à la mesure du regard sur soi-même et à l'épreuve du regard des autres que peut se définir cette valeur fondamentale. Or, sur ce chapitre aussi, le président Kéba Mbaye est présent. Oui, nul tour d'ivoire ne l'a jamais isolé de son entourage. Tout ce qu'il trouvait chez lui,
tous ceux qui partaient le voir trouver chez lui l'accueil le plus ouvert, le conseil le plus sûr, le jugement le plus droit. Sa grande disponibilité d'esprit lui permet de partir du postulat que son interlocuteur avait peut-être raison, admettant par là même que sa propre analyse peut être infléchie ou corrigée. Le sens de l'écoute et le respect d'autrui dénotent chez lui des qualités humaines, certaines dont ont pu bénéficier tous ceux qui l'ont approché. Mais la compétence, fût-elle alliée à l'humanisme, n'est pas à elle seule raison d'action. Il faut encore et surtout ce puissant moteur qu'est la réflexion. Là aussi, Monsieur le Président, vous êtes un homme de réflexion. Et c'est ici que le lien de proximité entre l'université et vous est le plus ténu. On ne peut en effet qu'être confondu devant la diversité des champs d'investigation de l'homme, dont l'insatiable curiosité d'esprit s'est exercée partout où le droit est interpellé. À une époque où une spécialisation quelque peu excessive est considérée comme indispensable pour appréhender le phénomène juridique, la consultation de la liste des travaux du président Kéba Mbaye permet opportunément de rappeler que l'approche globale permet seule d'aborder les grands problèmes. Ainsi, rejetant toute balkanisation du savoir et passant indifféremment du droit public au droit privé, du droit international privé au droit pénal, du droit processuel au droit de la terre, le président Kéba Mbaye a pu mener à bien des études fondamentales, désormais classiques, telles que celles sur les droits de l'homme en Afrique, UNESCO 1978, les garanties fondamentales des parties dans le procès civil au Sénégal, New York 1973, le droit de la famille en Afrique noire et à Madagascar, Paris 1968, la conception africaine du droit, le droit en déroute dans la liberté et l'ordre social, avec notamment Paul Ricoeur, Raymond Aron, Herbert Marcuse, Ignacy Sach. Le Comité international olympique et l'Afrique du Sud, analyse et illustration d'une politique sportive humaniste, pour ne citer avec quelque arbitraire que quelques-uns de ses travaux parmi les plus marquants. On aurait pu s'en arrêter là, mais peut-on évacuer, même avec douceur, l'inlassable et féconde activité du chercheur? Pour hier et pour demain, 3 faits au moins doivent être relevés et révélés. Les deux sont liés au passé. Le dernier est héritier du présent, mais ils traduisent tous la fluidité du cheminement de la pensée de l'auteur. D'abord, que n'a-t-on pas dit, ou plutôt médit, sur le code de la famille? Mais combien sont-ils à avoir consulté les travaux du comité des options? Ils y auraient alors découvert les propos éclairants du président Kéba Mbaye sur la nature de telle ou de telle institution, sur l'indispensable articulation entre le droit dit moderne et le droit traditionnel. On aurait ainsi été épargné de la vanité de certaines prétentions et affirmations furtives. Le président Kéba Mbaye, à l'occasion, avait eu l'art de présenter des vues originales, des analyses renouvelées en des termes simples, clairs et accessibles à tous. Ensuite et surtout, on ne saurait méconnaître l'impulsion donnée par lui à ce que l'on appelle aujourd'hui le droit au développement. Cette nouvelle discipline qui revendique désormais son autonomie. Or, récemment encore, le concept faisait sourire. Le président Kéba Mbaye a remarquablement contribué à cette évolution. Il en a ouvert les perspectives tout en traçant les voies, notamment dans 2 articles qui sont devenus des références obligées pour tout chercheur. Le droit au développement comme un droit de l'homme, session d'enseignement à l'Institut international des droits de l'homme, leçon inaugurale Strasbourg 1972, et émergence du droit au développement en tant que droit de l'homme dans le contexte du nouvel ordre économique international, UNESCO 1978. Enfin, tirant prétexte du bicentenaire du Code civil français, 2004, l'auteur souligne l'influence supposée ou réelle du droit des personnes, des biens, des contrats, de la responsabilité civile, confirmant ainsi à la fois son esprit critique et celui de synthèse, atout majeur du technicien du droit. Sa conclusion est tournée vers l'avenir, après avoir scruté dans le même élan le Maghreb, notamment le droit algérien et tunisien. M. Kéba Mbaye est donc aussi un grand professeur. Il en a l'autorité, il en a la clarté qui vient de la domination totale du sujet, la mesure et l'originalité. C'est sous ce registre qu'il fut chargé d'enseignement à la faculté des sciences juridiques et politiques dès 1967. Monsieur le Président, je puis vous assurer, sous le contrôle des membres de l'Assemblée, que
l'université vous aurait donné sans hésiter le titre de docteur honoris causa si les usages académiques si nos usages académiques l'auraient permis. Mais d'autres universités d'ailleurs l'ont déjà reconnu. Et de la plus belle manière. L'université de Nice, l'université de Lille 2, l'université de Savoie en France, l'université du Bhopal en Inde, d'Emory aux USA, de Budapest en Roumanie. Ils n'ont pas attendu longtemps pour vous décerner le titre que vous méritez depuis longtemps. Monsieur le Président, vous avez devant vous 3 générations de Sénégalais, y compris de nombreux jeunes étudiants de la faculté des sciences juridiques. Et je pense que, je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai jamais vu l'amphithéâtre aussi plein, mais c'est un signe qui ne trompe pas. Vous êtes écoutés, vous êtes attendus, et je pense que ceux qui seront là aujourd'hui seront heureux de vous écouter sur ce thème ô combien actuel de l'éthique. Monsieur le Président, je vous donne la parole sans tarder pour prononcer votre leçon inaugurale. Merci. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, en entrant dans la salle, j'ai cru déceler dans certains regards une interrogation. Pourquoi cette mise? J'emprunte le mot mise au vocabulaire d'un humoriste congolais qui s'appelle Joe Ballard. Un jour, il est venu à Dakar et un journaliste lui a posé une question. Il lui a dit, Joe Ballard, pourquoi vous vous faites appeler docteur alors que vous n'avez jamais fait d'études? Il a répondu, c'est parce que je soigne ma mise. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, j'ai soigné ma mise pour répondre à l'honneur que vous me faites et dont vous venez de donner, monsieur le doyen, un témoignage exceptionnel. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, une nouvelle fois, nos chemins se croisent en moins de 2 ans, dans une cérémonie que vous présidez. J'ai toujours plaisir à vous rencontrer, parce que vous êtes un homme intelligent et bien élevé. J'ai déjà dit et je répète. J'ai déjà dit et je répète que j'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt votre cursus alors que vous étiez jeune étudiant et vos efforts pour devenir ce que vous êtes, pour parler comme Nietzsche, un professeur éminent et un homme d'État de qualité. Monsieur le recteur, vous avez parlé de moi avec une gentillesse et une bonté que l'on réserve généralement aux morts. Si je ne connaissais l'affection que vous me portez, j'aurais été tenté de bomber le torse et de tomber dans un narcissisme qui m'a jusqu'alors épargné. Je vais me venger en disant, oh non pas tout le bien, mais une partie du bien que je pense de vous. Vous êtes parmi les cadres sénégalais qui ne se contentent pas de liquider les affaires courantes ou qui se servent au lieu de servir. Vous êtes plutôt de ceux, rares hélas, qui s'évertuent à inventer des voies et des moyens susceptibles d'améliorer les biens et les services de l'État qui leur sont confiés et d'ouvrir les clos, pour parler comme Bergson. Connaissant vos capacités intellectuelles et votre détermination, je suis rassuré, je suis persuadé que vous réussirez avec l'aide de Dieu.
Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, vice-président de l'Assemblée de l'UCAD, vous avez gagné le prix de l'applaudimétrie. Pendant un moment, en vous écoutant, j'ai cru que vous parliez d'une autre personne que moi. Tellement vous avez su apporter, par un langage d'une rare élégance, par beaucoup d'éloquence, tant de dorure à mes modestes mérites que Dieu a placé sur mon chemin et que je me suis contenté de me baisser pour ramasser. Merci, monsieur le doyen, pour autant de gentillesse et de générosité. Vous formez avec d'autres professeurs et membres du corps administratif de l'UCAD autour de monsieur le recteur un mur de soutien intellectuel et moral qui protège ses efforts et fortifie ses succès. Je voudrais que vous me permettiez de remercier deux personnes, indisciplinées du reste. Ce sont deux de mes collaborateurs qui sont venus de Lausanne pour assister à cette leçon alors que je leur avais dit de ne pas le faire. Il s'agit d'une part de notre compatriote Ousmane Khan, magistrat de son État, premier conseiller du tribunal arbitral du sport, et de M. Shabazz Benham, iranien de nationalité, diplomate de formation, secrétaire permanent de la commission d'éthique. Monsieur le Président du Conseil de la République et des Affaires économiques et sociales, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres, Madame la ministre, Messieurs les doyens, Monsieur le doyen honoraire, Messieurs les chefs de cour, Madame le Président du Conseil constitutionnel, la liste est longue, je suis obligé de m'arrêter. Il n'y a que de hautes personnalités dans cette salle. Excellences, Mesdames, Messieurs, Messieurs les professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiants, l'année dernière, l'université avait demandé à un professeur, l'historien Boubacar Bari, de prononcer la leçon inaugurale. L'année d'avant, c'est un autre professeur, doublé d'un homme d'État, Maître Abdoulaye Wade, qui avait été choisi. L'invité de cet après-midi n'est ni professeur ni homme d'État. Vous savez, le professeur est le serviteur de la science et l'homme d'État l'otage de la prudence. Ce sont des situations contraignantes pour l'un comme pour l'autre. Elles sont toutes deux réductrices, car elles sont filles de la fidélité. La fidélité est obligatoirement réductrice parce qu'elle postule un choix et fatalement, comme dirait André Gide, le rejet de ce que l'on ne choisit pas. Elle limite et canalise. Ici, fidélité que l'on doit au vrai, le professeur, et la fidélité que l'on doit à la vérité, l'homme d'État. En effet, le professeur est un soldat de la raison et l'homme d'État le porte-parole du peuple, donc de l'opinion. Le premier s'évertue à ne pas sortir du chemin de la science. Le second porte le fardeau du souvenir de ses promesses que ses électeurs conservent précieusement dans leur mémoire. L'État a la chance de pouvoir ignorer à la fois la science et l'opinion. L'invité à prononcer une leçon inaugurale dans ce sanctuaire de la pensée et de la parole, c'est courir un risque, surtout s'il se trouve que l'invité en question a atteint un âge canonique où, selon certains oulémas, Dieu lui-même est indulgent à son égard.
Conséquence, les hommes n'ont pas d'autre choix que de fermer les yeux et les oreilles sur ces erreurs de pensée et d'expression. Mais il me faut peut-être parler un peu du sujet que j'ai à traiter. Quand monsieur le recteur m'a demandé de prononcer la leçon inaugurale, je n'ai pas accepté, je dois le confesser. Mais on ne peut rien lui refuser parce qu'il est très habile. Il a parlé tout à l'heure de Mariette Diarra et de Charles Turpin. C'est parce qu'il est passé par mon épouse et mon neveu pour m'obliger à accepter. Mais je ne le regrette pas, croyez-moi. Après que j'ai accepté, il m'a demandé, bon, ben, qu'est-ce que vous allez traiter comme sujet? Vous savez, quand on a exercé certaines fonctions et qu'on a pris un certain âge, on vous met là tout, conférences, colloques, symposiums, etc. Et au bout d'une dizaine ou une vingtaine d'années, vous avez dans votre gibecière des centaines de sujets que vous pouvez sortir comme un prestidigitateur, un lapin, et pour parler en public. Alors je lui ai dit, puisque je suis président de la commission d'éthique du CIO, que j'ai appartenu au comité international de bioéthique de l'UNESCO et que même j'ai travaillé à la commission juridique qui a fait la déclaration internationale sur le génome humain et les droits de l'homme. Alors je lui ai dit l'éthique. Il m'a dit bon, c'est très bien. Vous savez, j'ai quelquefois envie de passer un certificat de chimie. Je suis sûr qu'il m'aurait admis. Chaque fois que je lui parle, il me dit c'est très bien. Alors je me suis rendu compte quand même que l'éthique, c'est un sujet extrêmement vaste. Alors je lui ai dit, mais monsieur le recteur, le sujet est très vaste. Il m'a dit, ah oui, vous avez raison. Alors je lui ai dit, j'ai envie de le formuler autrement. J'ai envie de dire l'éthique, virgule, aujourd'hui, point. Il m'a dit, c'est parfait. Ainsi, le sujet que j'ai à traiter est au centre de la vie de notre pays, de notre continent et du monde entier. L'éthique, virgule, aujourd'hui, point. C'est un sujet essentiel et grave, même si chacun se dépêche d'en parler pour éviter qu'on lui reproche de l'ignorer. Notion inséparable de la condition humaine, elle a acquis une importance exceptionnelle pour l'humanité. Mais ne vous attendez pas à ce que je suive à la lettre la tradition des leçons inaugurales, avec un langage ésotérique, aux accents savants, avec un discours devant servir aux étudiants, aux assistants, à effacer certaines difficultés de leurs examens ou de leurs concours, et aux jeunes chercheurs à trouver des voies pour affiner leurs découvertes. Il me faut juste, tout juste, rappeler brièvement la pensée philosophique et essayer de camper la conception et le rôle moderne de l'éthique en y cherchant ce que je crois être bon pour notre nation. 3 idées, me semble-t-il, méritent des commentaires après que j'ai décrit la situation telle qu'elle m'apparaît au bout de ma lorgnette, peut-être un peu déformante. Les 3 idées s'expriment ainsi. 1. Les anciens ont de l'éthique une conception multiforme qui nourrit encore les joutes intellectuelles savoureuses des philosophes. 2. De nos jours, l'éthique est toujours présente avec un nouveau contenu. Malheureusement, ce contenu est davantage ignoré que respecté. 3. L'éthique devrait être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose, car accompagnant le travail, elle est la condition sine qua non de la paix sociale, de l'harmonie nationale, de la solidarité et du développement. La société face à l'éthique aujourd'hui. En présentant la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, adoptée le 11 octobre 1997 à l'unanimité par acclamation par la Conférence générale de l'UNESCO,
Le directeur général Federico Mayor annonçait que cette déclaration, de même que l'engagement moral auquel les États avaient souscrit en l'adoptant, était l'amorce d'une prise de conscience mondiale de la nécessité d'une réflexion éthique sur les sciences et les technologies. Le directeur général avait raison. Il faut faire avancer la connaissance en l'encadrant par l'éthique pour que, notamment, la science ne serve pas des idéologies comme l'eugénisme, qui a fait tant de mal à l'unité humaine, et qu'elle favorise des progrès comme la thérapie génique, le futur recours prodigieux contre certaines graves maladies héréditaires. Mais la réflexion éthique doit aller plus loin. Il faut qu'elle ne se limite plus aux sciences et aux technologies, mais qu'elle s'engage sur les différents compartiments de l'activité des hommes. Il faut aujourd'hui qu'à travers le diagramme de l'éthique soit aussi examiné avec soin non seulement les sciences et les technologies, mais également les pouvoirs étatiques, exécutifs, législatifs et judiciaires, l'éducation, la conduite de l'étudiant, le rôle de l'enseignant, la fonction d'administrateur, les activités économiques, les secteurs primaires, secondaires, tertiaires, la politique en général, le combat pour le pouvoir, la gouvernance, les rapports entre les différents membres de la scène politique, les relations entre gouvernants et gouvernés, et le comportement de ces derniers, la communication, la famille, le voisinage, le sport, la culture, les relations internationales, les rapports entre pays riches et pays pauvres et d'une façon générale, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des activités et du comportement des hommes pris individuellement ou collectivement, mais aussi des États, c'est-à-dire de leurs représentants. Si je préconise ces réflexions générales approfondies et permanentes, c'est parce que pour qui se donne la peine d'observer la société humaine de notre époque, nous sommes sur le chemin d'un monde sans éthique. D'un monde dans lequel la conduite des hommes, en dehors de toute considération éthique, est guidée par l'argent, le pouvoir, la force et la place. Ce mot étant pris dans le sens large que lui assigne Léo Wolof, et aussi Figaro, le célèbre personnage de Beaumarchais, dans son monologue, rappelez-vous, parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Et il ajoute malicieux, du reste, homme assez ordinaire. La fuite en avant actuelle que nous constatons un peu partout vers un monde sans éthique ne doit pas durer, ne peut pas durer. Sinon, aveuglés par leurs nouveaux maîtres que sont l'argent, le pouvoir, la force et la place, les hommes vont se précipiter droit vers une vie de méconduite, c'est-à-dire une vie où le dire et le faire se trouveront presque de façon permanente en deçà ou à côté de ce que la morale prescrit. En disant cela, je me place en dehors de la loi. L'éthique n'est pas le droit, a récemment écrit le professeur Abdoulaye Sakho. L'histoire de la perception de l'avortement en est une illustration édifiante. De 1910, date du Code Napoléon, à la loi NIRS de 1993, l'interruption volontaire de grossesse est passée en France de la répression de sa commission à la répression de son entrave, alors que, pendant ces 183 ans, la position de l'éthique vis-à-vis de l'IGV n'a varié que dans certaines mentalités. Mesdames, Messieurs, je vous invite plutôt à nous situer dans le cadre d'un projet d'usage et de pratique, d'une autre mesure du dire et du faire, le bien. Nous y reviendrons. Il faut que le dire et le faire n'obéissent plus à cette nouvelle loi selon laquelle, peu importe qu'un but ait été atteint par des moyens illégaux ou prohibés par la morale ou l'éthique, la fin étant finalement le seul justificatif de la parole ou du comportement. Dans un tel monde, l'on va droit à l'échec car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violation des droits de l'homme et donc
des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Il faut prévenir ce grand mal dont l'humanité pourrait souffrir sous peu. Et comme il n'est pas en notre pouvoir de changer le monde, commençons, nous autres Sénégalais, modestement, mais avec détermination, par notre pays. Commençons par y adopter l'éthique comme règle de comportement, comme s'il s'agissait d'un principe général de conduite, obligatoire pour tous sans exception. Cela peut paraître utopique à certains, notamment à ceux dont la spécialité est la combine et la magouille, substantif que le petit Larousse définit ainsi: combine, moyen habile et peu scrupuleux pour parvenir à ses fins. Magouille, lutte d'influence, série de combinaisons douteuses ou malhonnêtes entre des groupes, des organisations quelconques ou entre des personnes à l'intérieur d'un groupe. Ce cheminement vers le désastre, avec les voies tordues précitées de la combine et de la magouille, n'est pas une fatalité. Il me semble qu'il y a des remèdes appropriés pour le prévenir ou le guérir. J'en identifie 3. Ériger certaines règles éthiques fondamentales en obligation erga omnes, subordonner la loi aux commandements éthiques et la fonction de juger au seul droit, légiférer dans tous les domaines pour imposer aux administrateurs comme aux administrés des comportements éthiques. Il s'agit en quelque sorte de déplacer nos objectifs, nos buts et nos rêves, de remodeler nos jugements et notre conduite sur d'autres valeurs et de donner la priorité à la qualité, au seul mérite et à l'intérêt général. Que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles d'éthique, se le disent bien, ils n'inspirent aucun respect aux autres Sénégalais. Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. C'est le seul qu'il faut désirer, qu'il faut rechercher. C'est le seul qui est admiré. Le respect dû au pouvoir et à l'argent, s'il a un autre nom, s'il s'appelle crainte ou courtisanerie, c'est que les paramètres éthiques qui les régissent se sont déréglés. Or, la crainte et la courtisanerie sont détestables parce qu'elles avilissent celui qui les inspire comme celui qui en est la proie. Elles ne durent que le temps que dure la force ou la fortune qui les motive, c'est-à-dire peu. Et elles s'effacent avec la perte du pouvoir ou de l'argent. Le pouvoir est fait pour servir, il est passager. L'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins. Au-delà, il est inutile. Le respect de soi et le respect des autres, par contre, est un bien éternel et sans limite. Dieu lui-même le prend en considération dans le jugement qu'il porte et portera sur nous. L'éthique chez les philosophes. Que les philosophes présents dans la salle ou appelés à me faire l'honneur de me lire, philosophe dont mon professeur au lycée Van Vollenhoven, lui Thomas, m'a donné l'amour de la matière qu'ils enseignent, me pardonne, de ne parler de l'éthique, de leur point de vue, que pour rappeler brièvement quelques notions. Pour les philosophes, nous le savons, l'éthique est une partie de la morale théorique, cette composante de la philosophie. Pour certains d'entre eux, l'éthique est considérée comme l'une des branches de la philosophie, tout comme la physique et la logique. Cette conception se rencontre chez les stoïciens et chez Emmanuel Kant. Il s'agit de connaître les normes de la nature, c'est-à-dire de la raison. Il s'agit donc ni plus ni moins de la sagesse. Pour Épicure, l'éthique est la théorie de l'action que l'homme doit mener pour conduire sa vie et parvenir au bonheur. On peut dire d'une façon générale que pour les anciens, l'éthique est une manière de conduire son existence. À ce titre, on parle de l'éthique d'Aristote, de Platon, de Kant, de Spinoza,
de Schopenhauer et de Bergson. Finalement, chaque philosophe a sa propre conception de l'éthique. Dès lors, l'éthique peut changer de fondement et de fin et servir de support et de justification à tout comportement, qu'il soit brave ou pleutre, réfléchi ou frivole, saint ou profane, scientifique ou ignare, donc qu'il soit celui du héros, du sage, du saint, du savant, ou alors de leur contraire. L'étude de l'éthique donne alors libre cours à la pensée et ne s'assigne aucune limite où qu'elle se situe. Elle sous-tend des choix existentiels les plus variés et n'a de vrai complice que la liberté libertaire. Il lui importe peu d'être concrète ou théorique, morale ou immorale, bonne ou mauvaise. C'est précisément là que je me dois d'abandonner la méthode et la pensée des philosophes pour me référer à l'autre éthique, celle qui sollicite notre vigilance et qu'appelle notre société aujourd'hui, celle de la vie de chacun de nous. La conception actuelle de l'éthique. L'éthique aujourd'hui nous apparaît comme un ensemble de règles écrites ou non, inspirées par la morale pratique et qui doivent être respectées dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours. Dès lors, l'éthique devient une formule de vie commune à toute une société dans le sens que les sociologues donnent à ce vocable. De la conception philosophique, je retiens la recommandation kantienne, quand pour chaque homme, l'auteur de la critique de la raison pure, de la raison pratique, préconise d'agir de telle sorte que l'on puisse vouloir que la maxime de son action devienne un principe de législation universelle. Voilà ce que doit être l'éthique. Aujourd'hui, pour nous, Sénégalais, il apparaît ainsi que je n'ai donc pas abandonné les philosophes, j'ai simplement opéré un choix au sein de leur théorie. La recommandation kantienne suppose bien évidemment et tout d'abord une entente sur ce qui est bien. Mais qu'est-ce qui est bien? Ne voilà-t-il pas une question à laquelle il est difficile de répondre, surtout quand on est philosophe? Difficile aussi d'y répondre pour ceux qui, sans être philosophes, cherchent toujours une réponse philosophique à tout. De même pour ceux qui appartiennent à une civilisation dont la pensée dominante est fluctuante ou ambiguë, ou se réfère sans cesse à des principes contradictoires, par besoin du jeu de l'esprit, par savantisme déviant ou par perversion morale. Mais pour nous, Sénégalais, qui avons une longue tradition dualiste de la vie et des comportements des hommes, nous n'avons pas besoin de chercher longtemps pour savoir ce qui est bien et pour trouver le chemin qui y mène. C'est en effet un chemin sur lequel nous ont précédé dans ce pays des générations et des générations d'hommes que l'on appelle justement hommes de bien. À force de le suivre, ils ont transformé ce chemin en tradition dont ils nous proposent l'adoption. Certains de ces hommes, ils ne sont pas nombreux, sont encore vivants. La décence m'oblige à taire leur nom. D'autres nombreux nous ont quittés. Je cite parmi eux Cheikh Omar Foutiyou, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, El Hadji Malick Sy, mon guide Serigne Abdoul Aziz Sy, radiallahu anhu, le cardinal Thiandoum. Il y en a bien d'autres. Ils font que le Sénégal est une terre de foi, une terre bénite. Ils nous ont appris, non pas par de simples paroles, mais par des actes de leur vie, ce qu'est le bien. Grâce à eux, nous savons parfaitement ce qui est bien en famille, ce qui est bien dans la rue, à l'université, dans les ateliers et les bureaux, dans la pensée et l'action, qu'elle soit politique ou autre. Nous savons que le travailleur doit travailler, l'étudiant étudier, l'enseignant enseigner, bien sûr, mais tous sous le contrôle de l'éthique, c'est-à-dire bien. Malheureusement, il arrive très souvent que nous empruntions un autre chemin que celui que nos anciens avaient choisi. Eux avaient choisi le chemin de la foi, de la dignité, de l'honneur, du courage, de l'honnêteté, de l'humilité, de la tempérance, de la droiture, du respect d'autrui et du bien commun, du travail, de l'endurance et de l'amour de la nation.
C'est certainement à leur présence spirituelle parmi nous, à leurs prières et à leurs bienfaits, que Dieu nous épargne les malheurs qui s'abattent autour de nous de par le monde. Ils nous ont indiqué ce que doit être et nous savons très bien ce qui est éthique aujourd'hui. Mais nous nous en éloignons comme s'il s'agissait d'un principe qui n'a plus cours dans une société éminemment matérialiste, dominée par le seul souci de l'intérêt personnel, de l'enrichissement et de l'accumulation. Le choix éthique des Sénégalais. Le 12 novembre dernier, je me trouvais avec mon épouse à Roissy, en train d'attendre mes bagages. Il y avait à côté de moi quelqu'un, un professeur de l'école normale supérieure. Il attendait aussi des bagages. Il s'est présenté à moi et sans entrer en matière, il m'a dit: vous savez, Président, les Sénégalais n'ont retenu que certaines choses de ce que vous aviez dit en 1981 en installant Abdou Diouf. Ils n'ont pas retenu l'essentiel. Il m'a cité des passages de mon discours que moi-même j'avais oubliés. J'étais émerveillé. En le quittant, je me suis dit, au fond, ce professeur a raison. J'ai tendance à transpirer, ce n'est pas parce que je suis sur ma copie, c'est une nature. Monsieur le professeur, vous êtes peut-être dans la salle. Je me suis rendu compte après réflexion que vous avez raison. Je vais donc me répéter. Mesdames, Messieurs, en installant le président Abdou Diouf en ma qualité de premier président de la Cour suprême, j'avais, comme me l'avait reproché un ami cher et proche, qui nous a malheureusement quittés, parlé comme un homme d'État, alors que je n'étais qu'un simple juge. La vérité est que, à cette époque, j'avais constaté que le Sénégal avait fait, depuis qu'il avait accédé à l'indépendance, ensemble avec l'ancien Soudan français, 2 faux départs. Le premier a été constitué par la rupture de la Fédération du Mali. Je regretterai cette rupture toute ma vie, surtout aujourd'hui, où chacun est convaincu que la principale erreur dans ce continent est d'avoir accepté de le diviser en micro-États, livrés face à nos maîtres d'hier, à la fatale loi de la division qui amoindrit et affaiblit ce qu'elle divise. Après la rupture de la Fédération du Mali, les Sénégalais, amis des Soudanais, ont été brimés. Mais une fois la rupture de la Fédération consommée, le Sénégal a reconstruit son pays, son État autour d'une constitution unitaire. Nous avions 2 dirigeants qui se complétaient parfaitement. Senghor, un peu toubab. Mamadou Dia, très sénégalais. J'avais le sentiment très net qu'il nous menait droit vers l'unité nationale, le développement économique et la prospérité, en empruntant à l'Occident et à l'Afrique ce qui est bien, mais seulement ce qui est bien. Hélas, le 17 décembre 1962, ils se sont brutalement séparés. Avec eux, notre pays a été divisé en 2, les amis de Mamadou Dia et les autres. Les premiers étaient éloignés de tout s'ils n'étaient pas mis en résidence surveillée ou même incarcérés. Après ces événements, j'ai eu le sentiment que depuis lors, les Sénégalais, à tort ou à raison, instruits de ce qui semble être la doctrine des autorités qui les dirigent, la confiance en leurs seuls hommes supposés fidèles et non à tous les Sénégalais compétents, se sont déterminés à prendre une assurance contre les aléas de la vie politique de notre pays. Cette assurance, vous le devinez, consiste à se prémunir contre des jours futurs durant lesquels on est écarté de sa place ou de tout
Elle conduit, quand on est encore dans une place, à rien d'autre qu'à la recherche de biens par tous les moyens, de la déviance vers l'enrichissement illicite, le guiro, comme disent les journaux, la corruption sous toutes ses formes, l'absence de l'amour de la nation. En 1980, je m'étais dit que l'occasion du départ de Léopold Sédar Senghor et l'arrivée d'Abdou Diouf à la tête de l'État était peut-être pour moi une occasion exceptionnelle de m'immiscer dans la conduite de la politique de notre pays en parlant directement à mes concitoyens du grave problème de l'éthique et des autres préoccupations de la nation. Comme me l'a rappelé mon voisin du tapis roulant de Roissy, de ce que j'avais dit à l'époque, beaucoup de Sénégalais n'ont retenu qu'une formule brève et lapidaire: les Sénégalais sont fatigués. Il m'a dit, et il a raison, que j'avais bel et bien dit autre chose. En effet, j'avais notamment affirmé que l'essentiel, c'est de sortir de cette situation avec dignité, en sauvegardant l'intégrité de notre territoire, l'indépendance de notre pays, les conquêtes démocratiques de notre peuple et l'intangibilité de notre Constitution. Cela ne peut être l'affaire d'un seul homme, ni même l'affaire d'un seul parti. C'est le devoir de tous les Sénégalais de faire preuve de maturité pour garder notre pays de l'aventure et assurer son développement harmonieux selon notre propre formule de vie. Il faut que chacun de nous enterre ses ambitions personnelles et oublie les vieilles querelles pour se cindre les reins comme un vaillant homme au nom de l'intérêt exclusif de la nation. L'objectif permanent devra être la consolidation de la démocratie, qui ne laissera plus le moindre doute sur la sincérité des résultats des suffrages. Il faut aussi que gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent sans arrière-pensée le principe de l'alternance à la tête des affaires de l'État. Cultivons l'honnêteté et le courage au travail, que chacun au poste où il est, du ministre au planton, du chef d'entreprise aux manœuvres, considère comme reposant sur ses seules épaules le destin de la nation. Inventons un système qui ne récompensera désormais que la compétence, le travail et la probité. Cette citation a été longue, je le reconnais. Si elle l'a été, c'est parce que je considère que les mots qu'elle contient ont encore aujourd'hui toutes les raisons d'être redits. Surtout que nous allons vers des compétitions électorales. Alors, si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, en tant qu'ancien, c'est de rappeler deux mots que Senghor, auteur des paroles de notre hymne national, y a glissés. Nous les chantons machinalement sans y prêter grande attention. Dans les moments d'interrogation, il faut non les chanter, mais les murmurer du fond du cœur à chaque instant et leur obéir. Ces deux mots sont Sénégalais debout. Debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard. Debout en nous rappelant devant chaque choix, chaque action, la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une, ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. J'ai relevé dans un éditorial de Béchir Ben Ahmed, publié après la récente tragédie des immigrants d'Afrique noire vers le mirage européen, immigrants qui ont laissé sur les barrières de Melilla des morceaux de vêtements, des lambeaux de chair et une partie de notre dignité.
J'ai lu dans cet éditorial l'Afrique subsaharienne, 700 millions d'habitants, a jusqu'ici raté son développement économique et social parce que les gouvernements qui sont succédés à la tête des pays qui la composent n'ont pas su éduquer et soigner leur peuple pour les mettre utilement au travail. Héritiers du pouvoir colonial, de nations en constitution et de pays aux frontières arbitrairement tracées, ils n'ont pas pu maintenir à l'intérieur de leur pays la cohésion nationale et la paix. De leur côté, les anciennes puissances coloniales ont mal aidé. Quant à la Banque mondiale et au FMI, agents d'un ordre économique mondial injuste, ils ont erré. Cette conjonction de facteurs défavorables, toujours à l'œuvre en 2005, près de 50 ans après les indépendances, explique les malheurs actuels du seul continent qui voit augmenter le nombre de ses démunis. Fin de citation. Nous, Sénégalais, sommes capables de renverser cette tendance, si nous le voulons vraiment, sincèrement. Pour nous, j'en suis convaincu, ce n'est pas trop tard, mais il faut faire vite. Au lendemain de son élection, le président Abdoulaye Wade avait lancé « Travailler, toujours travailler, encore travailler ». J'avais tout de suite saisi mon téléphone, je l'ai appelé et l'ai félicité. Malheureusement, je dois dire que je n'ai pas l'impression que tous les Sénégalais aient entendu cet appel. Pourtant, le chemin qu'il indique est le seul qui soit capable de nous sortir de nos difficultés. Je crois que le président Abdoulaye Wade lui-même a la même impression que moi, puisqu'il a été obligé, je l'ai entendu à la télévision, de se répéter à l'occasion d'un récent retour de voyage. Le travail et l'éthique sont les seuls outils du développement véritable. Nous devons les ériger en principe premier si nous voulons sortir notre pays de la misère. Il n'y a pas d'autre voie. Nos amis les Marocains, qui avancent à grands pas vers le développement, ont créé une instance éthique et réconciliation. Quand on les interroge sur la situation de leur pays, ils parlent non de politique, mais plutôt d'éducation, de santé, de salubrité, d'ordre et de discipline. L'essentiel de leur discours est éthique et développement. Quand on interroge un Sénégalais, faites-en l'expérience sur la situation de son pays. Il parle de remaniement ministériel, de querelle ou de limogeage politique. Que nos dirigeants politiques m'excusent, mais ils savent tous comme moi que ce n'est pas la politique politicienne qui développe un pays. J'ai écrit dans un recueil de discours et d'allocutions que je me propose de publier bientôt que ce genre de politique est le métier le plus facile du monde. Il ne nécessite ni études, ni apprentissage. Plutôt que d'avoir de grands politiciens, cherchons à avoir de grands médecins, de grands ingénieurs, de grands professeurs, de grands spécialistes de l'économie et des finances, et même des savants. Les pays les plus puissants du monde ne sont pas ceux où la politique est reine. C'est plutôt le contraire. Les Marocains ne sont pas les seuls à se soucier de l'éducation, du travail et de l'éthique. L'Asie du Sud-Est, les organisations internationales et même les pays développés ont décidé de s'engager sur la voie de l'éthique. Des comités et des commissions commencent à se dresser un peu partout comme des sentinelles de la vigilance morale sur les routes de la recherche scientifique et technologique, de la gouvernance, de l'entreprise, du négoce, du sport et de toutes les activités humaines. Leur mission consiste à informer, éduquer, prévenir, enquêter, proposer des remèdes ou des sanctions aux organes compétents. L'éthique est désormais enseignée dans plusieurs universités, écoles et instituts. Il nous faut participer à ce mouvement. Il faut alors que dans nos institutions, dans nos organes, nos administrations, nos ateliers et nos bureaux, partout, suivre cet exemple. Il faut que triomphe l'éthique au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop
doit donner l'exemple. Oh, je sais qu'il y a des frémissements à cet égard dans notre pays, notamment chez les médecins et chez quelques journalistes. Le Sénégal a été récemment choisi pour abriter le séminaire des parlementaires francophones sur l'éthique dans la gestion des affaires publiques. J'ai lu avec intérêt les contributions à ce séminaire et surtout celle de Madame Fall Sidibé. Mais c'est encore bien insuffisant. Nous devons, dans ce domaine, participer et dans tous les secteurs à l'effervescence qui se constate ailleurs. Alors, debout, comme dit notre hymne, pour bâtir un Sénégal uni autour du travail, de l'éthique et de l'intérêt général. C'est un choix fondamental. On ne paraît plus ringard en le préconisant. Je le préconise. Je ne serai peut-être plus de ce monde quand surviendront les conséquences de ce choix pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes. Et pourtant, le Père Kéba, avant de partir, nous avait prévenus. Et d'outre-tombe, je leur répondrai, selon le choix qu'ils auront fait, suivant le cas heureux, c'est bien, ou triste, mais tout de même rancunier. Après tout, vous l'avez voulu. Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le recteur, Excellences, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiants, chers invités, il me faut maintenant prendre congé de vous. Si j'ai un dernier mot à dire, le mot de la fin que je préfère aux conclusions conventionnelles, c'est bien celui-ci. J'ai la conviction très nette que de même que l'on est d'accord pour affirmer que la liberté et le pouvoir doivent être limités par les droits des autres, de même, l'éthique doit être constituée comme la mesure obligatoire de l'exercice de tout droit, de toute liberté, de tout pouvoir. Mais il faut, pour que survienne le règne de l'éthique, deux conditions. D'abord, il faut que la justice soit forte et respectée, qu'elle soit servie par des magistrats bien traités et indépendants. J'ai lu samedi dernier le compte-rendu des débats sur la justice à l'Assemblée nationale. Je dois reconnaître, Monsieur le Premier Président, que j'ai été atterré. C'est parce que j'y ai appris que les députés, après les avocats, ont dénoncé la corruption des magistrats et que le gouvernement, malgré une défense de principe, a reconnu qu'il y a bien dans la justice, et c'est une citation, des individus qui, par leur comportement, dans leurs faits et gestes, se comportent comme des corrompus. Fin de citation. C'est terrible et inadmissible à la fois. Il faut y remédier sans délai, Monsieur le ministre de la Justice. Je ne suis pas sûr que vous êtes dans la salle, mais je le répète, il faut y remédier. Les magistrats doivent être indépendants du pouvoir, des partis au procès et du public. C'est par là que le monde nous juge, parce que c'est par là que nous pouvons prouver que notre capacité à assurer la solidité de nos institutions et la stabilité du régime politique que nous avons choisi est réelle. La sécurité future des gouvernants d'aujourd'hui et la confiance actuelle des acteurs de notre développement en dépendent étroitement. La deuxième condition du règne de l'éthique, c'est l'éducation. Il est indispensable que nos enfants et nos petits-enfants bénéficient d'une bonne éducation. Tous mes amis des pays émergents me le disent, la clé de leur réussite, c'est l'éducation. Que nos étudiants entrent à l'université comme on entre dans les ordres ou au dara, et que les meilleurs soient mis dans les conditions optimales pour devenir des cadres de haut niveau, ou même, pourquoi pas, comme je le disais tout à l'heure, des savants. Bien sûr, cela nécessite la réhabilitation de la fonction technique
au détriment de la fonction politique. Nous sommes bien ici, dans cette salle, au lieu qu'il faut pour le clamer. Merci au professeur Mariam Soumaré et Abdoulaye Sakho. Merci à M. Alioune magistrat, de m'avoir assisté dans la préparation de cette leçon. Merci à vous tous pour votre patience. Le cadre vous exprime toute sa reconnaissance, s'il vous plaît, Monsieur le Président.